Si je vous dis Ohana, vous me répondez Lilo et Stitch. Si je vous répète Ohana, vous me répondez probablement que Ohana signifie famille. Et si je vous en demande plus, vous me direz probablement qu'Ohana signifie famille et que famille signifie que personne ne doit être abandonné ou oublié. Eh bien, vous aurez raison, car mon invité du jour veille justement à ce que celles et ceux qui font partie de la famille Lorcana, eh bien, soient les bienvenus, qu'ils aient un siège à leur nom et qu'on leur laisse la liberté d'être eux-mêmes et de s'exprimer comme tout membre d'une famille devrait pouvoir le faire. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir d'un coup, qui est avec Vince et Jax, l'administrateur de la plus importante communauté Lorcana de France. Et ensemble, pendant une petite heure, nous parlerons du Discord Lorcana France TCG, ou Lorcana TCG France, de son histoire, de son actualité, de collection de cartes, d'enchantés, de compétitifs, de Ravensburger et de l'immense diversité foisonnante qu'on peut trouver dans l'univers de Lorcana. Et comme le dit si bien 6 de 6... C'est ma famille. Je l'ai trouvée tout seul sans l'aide de personne. Elle est petite et brisée, mais elle me convient. Oui, elle me convient. Moi, je m'appelle Gabriel, j'ai 30 ans. Dans ma vie, je suis ingénieur en aéronautique et je travaille aux États-Unis. Du TCG, moi, j'en ai fait un petit peu toute ma vie finalement. Quand j'étais primaire, collège, je jouais à Pokémon sur les bornes de la cour de récré, Yu-Gi-Oh, un petit peu de Magic aussi. Et après, arrivé collège, j'ai complètement arrêté jusqu'à fin lycée, trouver un petit peu de Hearthstone et plus récemment One Piece et Lorcana. Euh, Quand je me suis remis à One Piece, je me suis mis de manière très compétitive au TCG et j'ai trouvé que quand j'avais commencé, j'ai été très peu accompagné par les Discord, les groupes Facebook. C'était des choses qui étaient très déjà orientées connaisseurs. Il y avait peu de choses pour les débutants. Donc quand l'Orcana est arrivé, il n'y avait pas encore grand-chose de fait. Je me suis dit que je pouvais le faire à ma manière. Donc avec un petit groupe, on a créé le serveur communautaire, on a créé le groupe Facebook dans l'idée d'apporter un maximum d'informations aux débutants, tout ce qui est news, tout ce qui est cartes, tout ce qui est accompagnement, pour que tout le monde puisse un petit peu s'y retrouver et prendre un maximum de plaisir dans le jeu. Le serveur que vous avez monté, Lorcana TCG France, est un serveur qui centralise énormément d'informations différentes. On a un certain nombre de rubriques. Alors pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le serveur, déjà on vous invite à le rejoindre le plus rapidement possible. On vous mettra tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire en description. Mais on a du coup des rubriques qui sont destinées, tu le disais à l'instant, plutôt à des novices, à des débutants, et on a aussi des rubriques tournois qui, on le voit, amènent forcément des joueurs un petit peu plus orientés compétitifs. Est-ce que tu peux nous expliquer, toi, quel a été ton rôle dans la création et à quel moment, comment ça s'est passé finalement, la création de ce Discord? Ça s'est passé en discutant surtout avec les boutiques et puis les gros joueurs de One Piece et puis quelques même de Pokémon qui commençaient à entendre parler de l'Orcana. On voyait que ça commençait à grandir. C'était un petit peu mou au début, c'était un projet un peu lointain. On avait entendu parler d'anciens TCG Disney qui s'étaient pas mal floppés. Donc ça commençait assez mollement, mais bon, ça commençait un petit peu à en discuter et puis de plus en plus. Et arrivé du coup je dirais 2, 3 mois de la sortie anglaise et française, eh ben, il y avait toujours rien qui était fait. Et c'est pile au moment où il y a commencé à avoir une explosion sur les commandes, des ruptures de stock dans tous les sens. On s'est dit là c'est pas possible. Enfin je me suis dit que c'était pas possible puisqu'il se passe rien, que les gens soient pas au courant. Donc à plusieurs, on a décidé que ben il fallait qu'on se bouge nous et qu'on vienne donner de l'info aux gens parce que c'est pas tout de dire qu'il y a une rupture de stock mondiale, il faut aussi donner des infos sur qu'est-ce que c'est le jeu, est-ce que ça va être intéressant, quelles sont les règles. Parce qu'au début, quand on a commencé, on n'avait même pas les règles. C'était juste Ravensburger qui commençait petit à petit à nous donner un petit peu des briques du jeu. Je sais pas si tu avais suivi à ce Ouais, moment-là, mais ils ouais. nous ont pas donné les règles d'un coup. Ils nous ont d'abord expliqué il y avait pas de combat. Ils nous ont expliqué que ça allait être une quête d'aventure, qu'on allait pouvoir jouer des personnages des Disney qu'on préfère, mais potentiellement qui mis dans des univers où ils ne sont pas habituels. Donc tout ça petit à petit, nous on a dit que ben on allait essayer de centraliser un peu l'information sur les règles, sur comment on joue, mais aussi sur
où est-ce qu'on pouvait trouver des produits, quels étaient les types de produits disponibles pour que on soit un petit peu moins dans le flou, quoi, que ceux qui avaient les informations les donnent et qu'elles soient surtout diffusées et communiquées au plus de monde possible. D'autant qu'au tout début, quand même, ça a été assez chaotique. Il faut rappeler qu'il y a eu une forte demande, peut-être un tout petit peu, un engouement en tout cas qui n'avait pas forcément été estimé pour être aussi fort. Et au tout début, ça a été très difficile, hein, le chapitre 1, chapitre 2, de se procurer des cartes. Alors, on a eu un petit réassort finalement lors de la première impression du chapitre 2 et puis lors, je crois, du reprint aussi du chapitre 2. Mais au début, effectivement, c'était difficile d'avoir de l'information. Et tu le disais à l'instant, on a une question de règles qui était, quand le jeu est sorti, on a beaucoup de gens qui finalement débutaient dans les TCG, n'étaient pas forcément familiers des règles, et donc il y avait vraiment un besoin aussi d'avoir un endroit où poser des questions sur, bah tiens, voilà, telle carte fait tel effet, est-ce que ça se résout avant, après, etc. Et j'ai le souvenir, moi, d'avoir trouvé pas mal finalement de réponses dans la rubrique questions de l'Orcana, du Discord de l'Orcana. Il y avait énormément d'activités là-dessus, alors il y en a toujours, mais au départ, je me souviens sur des questions qui étaient somme toute assez basiques. Comment vous avez vécu ce moment-là où vous aviez finalement peut-être pas forcément tous les experts qu'il fallait pour répondre aux questions que la communauté vous envoyait. Ah bah, c'était énorme. Au début, on connaissait même pas les règles et tout le monde posait un milliard de questions. Donc plus ça allait, plus on découvrait les règles, plus on avait des réponses. Mais à chaque fois, c'était réexpliquer les mêmes choses ou donner des réponses potentiellement partielles parce que c'est facile pour d'anciens joueurs de TCG compétitifs de dire ah mais ça va être ça ou ça, mais actuellement on n'avait pas les règles. Donc entre ceux qui donnaient des mauvaises infos, nous qui les avions pas et les gens qui posaient plein de questions, c'était une pote qui était hyper dynamique et c'était vraiment cool parce qu'au début il y avait une énergie de folie sur ce jeu. Comme tu disais au début, le jeu il n'était pas hype au début, tout le monde s'en fichait un petit peu. Et d'un coup, ça a été lancé, je sais plus, je crois que ça a explosé un petit peu à la D23 quand on a vu que les packs, les tout premiers packs Lorcana, ça avait pris des prix et des valeurs de fou. Et là, tout le monde s'est dit, oh putain, c'est un truc cool. On commençait à voir les règles du jeu, et on disait, putain, elles sont pas mal en fait ces règles, ça a l'air sympa comme jeu. Et du coup, ça a commencé à acheter beaucoup plus que ce que les boutiques avaient commandé. C'était une période de dingue. T'as dû vivre ça en live aussi évidemment, mais quand on a eu la reveal, enfin justement les premières personnes qui ont acheté des displays et qui ont packé en fait une enchantée, je crois d'ailleurs que la toute première enchantée, il me semble que c'était Elsa qui a été révélée, en tout cas c'est la première moi que j'ai vue, et c'était complètement dingue, c'est-à-dire on avait que 5 raretés jusque-là, ce qui paraissait tout à fait normal et ok. Et tout à coup, paf, on a les Enchantés, on a Elsa, et là, c'était complètement la folie. T'as vécu ça, toi, du coup, en backstage, j'imagine? Ah, c'était génial, ça, il avait pas révélé, il avait gardé secret, et le jour où les gens ont les packs, ils ont dit qu'il y avait une nouvelle rareté, ils ont dit combien il y en avait, et ils ont dit trouvez-les, et quand vous les trouverez, on vous les révélera officiellement avec un joli visuel plutôt qu'une photo toute claquée sur un bord de table. Ouais, Donc c'est ça. les gens ouvraient les paquets, et les premiers qui les trouvaient, ils les mettaient sur Twitter, et puis le premier que Ramsburger envoyait, bah, il disait ben voilà, vous avez trouvé cette carte, bravo, et il nous mettait un beau visuel pour l'afficher au monde entier. Ouais, c'était canon. C'est vraiment une très bonne idée, je trouve, de leur part d'avoir fonctionné comme ça, parce qu'il y Ah, avait c'était chouette. vraiment un côté vanilla, un petit côté vraiment, bah, on va vous surprendre, et les mécaniques avaient l'air vraiment très très cool. Et ce petit geste-là, ce petit move-là, je trouve qu'il a vraiment eu beaucoup de saveur. Alors, donc le Discord, on va beaucoup parler du Discord, mais je parlerai bien du groupe Facebook aussi, mais n'étant pas sur Facebook depuis un petit paquet d'années maintenant, ce serait plus difficile pour moi d'en parler. Du coup, on va beaucoup parler du Discord, mais on rappelle pour les gens qui nous écoutent qu'il n'y a pas que le Discord, il y a évidemment aussi un groupe Facebook. Euh, le Discord, en quelques chiffres, pour qu'on se situe, c'est combien de personnes, combien d'inscrits, combien de gens qui
on va dire, à peu près quotidiennement sont connectés? Puis surtout, combien de personnes travaillent avec toi, enfin, agissent, si tu veux, sur le Discord, l'administre, modère, etc. C'est combien de personnes? On va se faire un petit côté, un petit moment chiffre. Et côté stats, un petit Allez, moment stats. Ouais, du coup, on a deux Discord. Le premier, c'est le Discord principal, et le deuxième, c'est le Discord d'arbitre qu'on a créé un petit peu après. Sur le Discord principal, on est un peu plus de 4700, et bah, à la seconde où on parle, là, on est 1236 online, je vois. c'est énorme. Donc ça fait un quart de la population qui est sur le serveur et qui est active. Et c'est un petit peu pareil sur le serveur Judge, 509 membres et 164 online. Donc ouais, ça fait du monde, c'est quelque chose qui a très très bien monté, qui a explosé pas mal d'autres jeux concurrents, notamment moi qui joue à One Piece. One Piece, il y a beaucoup moins de monde en France. Donc ça, c'est très cool, ça veut dire que les gens sont vachement intéressés, ils viennent regarder, ils cliquent, ils viennent prendre de l'info et ils viennent partager et discuter avec nous sur le Discord. Ensuite, pour gérer ces Discords-là, on a pas mal fait évoluer l'équipe en fonction des disponibilités des gens, c'est-à-dire qu'il y a 1 an et demi, quand on a commencé, il y avait un nombre de personnes qui potentiellement depuis ont arrêté ou sont désintéressées ou potentiellement jouent au jeu d'une manière différente. Aujourd'hui, on est 3 administrateurs qui sont pour gérer les événements, pour gérer le Discord, et on est aidé par 4 modérateurs. Ok. Donc chacun a des rôles un petit peu différents. Tu Tu peux veux nous les que... présenter du coup brièvement aussi Ouais, parce que ça permettrait à chacun de peut-être de savoir qui fait quoi dans l'organisation, c'est toujours intéressant. ouais, bien sûr. Donc dans l'équipe administrateur, on est 3. Donc il y a Jack. Jack qui est plus en premier plan, il va s'occuper de tout ce qui est tournoi, tout ce qui est relié à l'arbitrage. C'est lui sur nos ligues qui va venir compter les points et qui va être en face des gens, discuter avec eux. Il va être présent sur tous ces aspects-là, quoi. C'est un petit peu l'homme à tout faire du Discord. Il est trop fort, il est partout, il fait plein de trucs. Ensuite, on a Vince. Vince qui est notre illustrateur, graphiste. Je sais pas jamais lequel il faut dire, mais c'est lui qui fait toute nos infographies. C'est-à-dire que nous, on organise pas mal de choses. On organise des concours artistiques, on organise des tournois, on organise des ligues, on organise plein de choses. Et à chaque fois, quand on vient communiquer là-dessus, on lui demande de nous générer une infographie jolie avec des designs Lorcana, des personnages Disney pour rendre le truc un petit peu plus sympa. Et ça, c'est Vince. Ok. Et c'est un fan absolu du Roi Lion. Donc on essaie à fond de lui donner du Roi Lion à faire, et il adore ça. Écoute, d'accord, on parlera de ton Disney préféré un petit peu plus tard. D'autant qu'on on l'a découvert en préparant cet échange, on a à peu près enfin on a a priori le Ouais, même Disney préféré. Ça crée des liens. Justement, alors, dans les rôles des deux personnes dont tu viens de parler, hein, Jax et Vince, on comprend aussi qu'il y a finalement une cohabitation de différentes, enfin, on va dire de différentes spécialités ou spécificités dans la communauté, c'est-à-dire que on a d'un côté des gens qui vont être un petit peu plus orientés compétitifs, donc qui viennent chercher régulièrement des tournois qui sont organisés chaque semaine, si je ne me trompe pas. ouais, Les fameux Retour de l'Orcana, où on voit d'ailleurs des représentants de grosses équipes. Hein, voilà, je pense à TSI, je pense à Sevior, et puis il y en a évidemment d'autres. Hein, si on regarde le palmarès récent, on trouve aussi des joueurs indépendants qui ont un super niveau, mais voilà, avec une visée compétitive. On a d'un autre côté finalement des gens qui sont orientés très collection, d'autres qui sont très newbie, très casu, qui déboulent finalement et qui entendent parler d'un Discord ou en tout cas qui cherchent un Discord Lorcana et qui peuvent le trouver sur le web, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs de la plupart des Discords ensuite qu'on va chercher, enfin qu'on va avoir si tu veux par communauté, par équipe, par boutique, qui sont parfois un petit peu plus difficiles à trouver. Et donc tout ce petit monde se retrouve, donc tu nous as donné les chiffres tout à l'heure, c'est quelques milliers de personnes finalement qui convergent vers le Discord. Tu as des échanges quand même un petit peu étonnants, j'imagine, des gens qui voilà, on viennent pas forcément avec les mêmes attentes, avec les mêmes niveaux. Comment ça fonctionne tout ce petit monde? non, mais carrément, comme c'est un serveur qui est accessible à tous, c'est un grand mélange de tous les profils, et c'est aussi pour ça qu'on s'est entouré de personnes spécialisées
et qui ont des intérêts différents. Donc là, je t'ai présenté les deux administrateurs. Donc Jacques, qui est plutôt aspect tournoi compétitif, Vince, qui est plutôt collection en backstage. Mais en modérateur, on a aussi d'autres profils. On a Dark Penguin, qui est interviewé, qui est côté carrément arbitrage. Et à qui On on a passe le Vico, bonjour. qui en passe le bonjour. On a Vico, qui gère le Twitter, le premier Twitter fan-made de Lorcana. Et on a Capitaine Pan qui s'occupe de nous faire des tournois artistiques dans tous les sens qu'on appelle les Lorcan artistes. On fait à peu près une fois par set où on demande aux gens de créer des cartes et après on fait voter la communauté pour savoir leur carte préférée, le gagnant ou les gagnants gagnent des lots. Ouais, alors, Donc on essaie un petit peu de répondre à tous les profils des gens qui sont sur le Discord, à des compétiteurs, des collectionneurs, des débutants, des gens expérimentés. On essaie un petit peu de toucher à tout, ça s'est construit sur la durée. Mais aujourd'hui, on a un petit peu tout. On a des parties classées, on a des tournois artistiques, je leur fais même faire aux gens des puzzles, c'est-à-dire des espèces de scénarios à résoudre, un petit peu comme si on avait une partie d'échecs à finir. ah, et ça c'est vraiment super. Un petit peu pour, enfin, tu viens d'Hearthstone aussi et moi pareil. On avait cette espèce de, enfin, ce qui existe toujours, hein, d'ailleurs, le mode aventure finalement où tu vas chercher à, en un petit peu plus technique, parce que le mode aventure, il y a quand même une partie d'aléatoire, mais les puzzles sont là pour être résolus à partir d'effets un petit peu complexes, d'interactions un petit peu atypiques. Et c'est assez intéressant, effectivement. Ça fait un petit moment, moi, que j'en ai pas fait. Mais je me souviens, effectivement, d'avoir vu passer au tout début avec des interactions assez cool. Et notamment avec je crois, avec Ursula du 7-3, la verte, qui chantait 2 fois la chanson et qui permettait de la remettre sous le deck pour éviter de deck out sur la situation qui était donnée, qui était assez amusante. C'était un vert violet, je crois, de mémoire, un puzzle vert violet. Mais oui, oui, sont des choses qui font finalement vivre aussi le jeu en dehors du jeu et c'est très intéressant. Ouais, ça répond à tout le monde. Il y en a qui sont assez faciles, qui permettent à des débutants qui connaissent un tout petit peu les règles de se dire, ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé qu'on pouvait remonter en main pour pouvoir rejouer ou alors en créer 2 fois. Ou même des joueurs compétitifs qui voient des situations des fois qui sont vraiment galères à résoudre. Ah, ça leur fait vraiment se casser la tête. Il y en a, ils les trouvent pas. Ça m'étonne pas du tout. Alors, tu parlais du coup aussi du volet fan art et du concours, des concours qui permettent à chacun de proposer des créations de cartes avec, et je parle sous ton contrôle, mais il me semble avec à la fois le design, si tu veux, visuel, mais aussi le design même de l'effet de la carte. En tout cas, moi, celle que j'ai en tête, c'est ça. On est sur un type de contenu qui est finalement qu'on voit que chez toi, enfin que chez vous, que sur ce Discord-là quasiment, et un petit peu sur Twitter, avec des gens qui vont retravailler des cartes, par exemple pour transformer des cartes en full art, qui sont parfois assez réussies d'ailleurs, hein, qui sont Mhm. assez chouettes, mais qui font ça de manière professionnelle. Là, on est sur plutôt une communauté qui, à un moment donné, décide de se dire, bah tiens, moi j'ai un personnage, par exemple, qu'on voit jamais, que j'aurais envie de mettre en avant. Je vais designer une carte. Et c'est tout un aspect du TCG qui est assez extraordinaire, finalement. Beaucoup de liberté sur les joueurs. En fait, c'est une activité qui nous vient des joueurs. On avait fait une section au début qui s'appelait Fanmade, qui existe toujours, et puis les gens, ils s'amusaient à créer des cartes. Au début, il n'y avait pas beaucoup de cartes quand on a commencé. À un moment, il n'avait pas. On connaissait à peine les règles, donc ça imaginait même des fausses cartes avec des effets qui n'existaient même pas. Maintenant, on a tous les effets, mais ça continue. Et en fait, la seule difficulté de ces cartes, c'est de faire l'illustration. Tout le monde n'a pas les compétences. Donc à la limite, on dit, bah, on s'en fout un peu de l'illustration. Soit vous savez la faire, vous la faites. Soit vous prenez l'image qui existe déjà sur Internet, peu importe, ça illustre un personnage. Ou bah, il y en a pas mal qui font aussi jouer un petit peu d'IA là-dedans. Mais c'est pas tant le cœur de la carte que ça. L'image, c'est plutôt l'effet qui va avec qui intéresse les gens. C'est quelle est la réflexion derrière? Est-ce que c'est logique? Est-ce que ça pourrait être une carte, une vraie carte dans le jeu? Et ça, c'est vachement intéressant parce que il y en a, autre le fait que le dessin, soit tu l'as déjà vu, soit il est fait par IA et donc il a rien à faire dans l'Arcana, mais par contre, l'effet, il est très pertinent. Et jusqu'à maintenant, je pense pas que ça a été su par Ravensburger, mais clairement, il y a des cartes qui pourraient être dans le jeu. Ravensburger avait communiqué sur le fait qu'au moment de la sortie du chapitre 1, ils étaient déjà sur le design du chapitre 7. 6 ou 7. Je crois qu'il faut compter à peu près, et là aussi peut-être que tu as plus d'infos que moi, mais au moins 5 sets de décalage entre ce qui sort et ce qui a été designé.
Bah, alors ça, c'est pas facile à dire. Ce que je peux te proposer, c'est te lire celle qui a gagné la dernière édition et tu me dis si elle te semble pertinente. Allez, volontiers. Donc la dernière édition, on avait forcé les joueurs à faire une carte qui est une chanson. Cette chanson, donc là, qui a gagné, son nom c'est Je veux y croire. Elle coûte 4 et elle est en crabe. Et elle peut être jouée en épuisant un personnage qui coûte 4, gratuitement. Et c'est à chaque fois que vous jouez, que vous retirez un jeton de dommage ce tour, vous gagnez un éclat de l'or. L'illustration de mémoire, c'est une scène, la scène de fin en fait de réponse, où elle est sur la barque et où on voit les milliers de lanternes s'élever finalement. C'est bien Ah, ça, c'est hein, c'est ça. celle-ci. Mhm. Ouais, je l'avais trouvé canon. Et effectivement, euh, alors c'est marrant parce que c'est une mécanique qui existe assez peu dans le jeu, puisque gagner du lore en soignant, malheureusement, on a peu de personnages qui le font. On avait Grand Pabi du set 3, si je me trompe pas, qui permettait en bleu, qui permettait de gagner du lore lorsqu'un personnage était soigné. Et là, avec le chapitre 6, on aura Baymax dans sa version légendaire. Là aussi, c'est pareil, si je me trompe pas, parce qu'on voit passer tellement de cartes ces jours-ci que ça donne un petit peu le tournis. Ah, ça va vite. Mais il me semble bien que c'est Baymax hein, qui permet de récupérer du lore, ou c'est Hiro peut-être. En tout cas, c'est dans le dessin animé Baymax, c'est soit le héros, soit le second héros des nouveaux héros. Et oui, mais c'est une carte qui est intéressante, qui pourrait tout à fait effectivement trouver sa place dans le jeu, en tout cas qui est pas broken et qui par ailleurs offre un design de deck à lui-même, qui pourrait donner envie à des gens de deck builder en fait autour. C'est une carte vraiment très intéressante ça, pour le coup. Ouais, qui pourrait être un petit peu forte. Des fois, on dit, il y en a qui ont dit que pour 4, c'est quand même vraiment pas cher pour quelque chose qui soigne. On a vu qu'il y a pas mal d'effets de soins quand même qui peuvent enlever pas mal de jetons de dégâts pour pas trop cher. Mais c'était aussi un petit peu tout le jeu, c'était que les gens ils nous disent bah, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir, qu'est-ce qui leur paraît acceptable. Des fois, on voit des cartes qui sont complètement broken et qui marchent pas du tout parce que tu te dis, mais ça va juste casser le jeu. Donc les gens, ils votent pas du tout pour ça, même si l'image est belle et même si t'as l'effet, tu te dis, waouh, il est incroyable. Et souvent, c'est des cartes qui gagnent, elles sont relativement équilibrées. Ouais, là c'est le cas. Et alors moi je t'avoue que j'aime beaucoup aussi l'idée d'avoir un titre qui colle comme ça très bien à l'effet de la carte. J'ai envie d'y croire, c'est ok, bah, je vais sauver ma créature, et même si je suis peut-être un petit peu en retard dans la course au lore, le fait d'avoir un double effet, de pouvoir soigner finalement un personnage et en même temps gagner du lore, va peut-être me remettre dans la course. J'aime beaucoup hein, les petits clins d'œil que nous font Disney et Ravensburger sur les cartes comme ça, c'est un des aspects du jeu, je trouve que qui est très, très bien fait, c'est-à-dire qu'on va retrouver de beaux échos entre à la fois le personnage, ses effets, et puis, et puis le nom des cartes. Je trouve que ça, c'est quelque chose qu'ils Ouais, ont. c'est l'esprit, on garde un bel esprit Disney dans quasiment toutes les cartes. Ouais, vraiment, hein. Tu vois, je pense même par exemple à des cartes comme Let It Go, où on a voilà, cette espèce de tempête finalement qui va transformer une créature en encre, et qui va permettre finalement d'alimenter encore le jeu, le tourbillon, la puissance du joueur, ou au contraire de stopper la Mhm. puissance. Je trouve que c'est assez simple, mais on sent qu'il y a vraiment un souci du détail dans le jeu, et qu'on a pu sentir finalement vraiment dès le départ avec des cartes comme Cusco par exemple du chapitre 1, Cusco qui était vraiment une carte extrêmement dérangeante parce elle est hors d'atteinte, elle l'aurait assez fort, et que grosso modo pour s'en débarrasser il fallait la défier, et que pour la défier ben, l'effet de Cusco c'était de défausser le personnage qu'il avait défié, quoi qu'il arrive. Et donc on avait cette carte qui était très très forte et qui avait ce côté vraiment ouais, c'est Ouais, Cusco, quoi. Enfin, c'est vraiment un personnage qui est fatigant, quoi. Alors qu'il devient attachant. Spoiler, pour ceux qui l'ont pas vu, il est détestable au début du dessin animé, il devient très sympa par la suite. Mais au début, vraiment, voilà, il est très énervant. On avait ce côté vraiment très annoying de Cusco, je trouve qu'il collait extrêmement bien avec la carte. Je sais pas ce que toi t'en penses. souvent sont des gentils, les méchants sont des méchants, les voleurs volent, à moins que soit Dreamborn, mais c'est très cohérent avec le Disney originel, ça c'est vraiment chouette.
Ouais, alors d'ailleurs, c'est marrant parce que tu soulèves un terme qu'on sent un petit peu en, comment dire, en dedans pour le moment, c'est le terme Dreamborn. On a vu beaucoup de Floodborn finalement, notamment parce qu'on a toute une extension qui lui a été, entre guillemets, dédiée au chapitre 2. On a des mécaniques qui sont spécifiques au Floodborn, c'est-à-dire la mécanique d'Alter. Mais finalement, Dreamborn, pour le moment, on a l'impression que c'est un petit peu en sommeil ou qu'en tout cas ça se manifeste uniquement par des illustrations un petit peu atypiques, à moins que des choses m'aient échappé. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, je suis assez d'accord avec ça. Pour le moment, ce qu'ils en ont dit, c'est que les Dreamborn, c'est ce que auraient pu rêver d'être les personnages qui sont dessinés. Donc, j'ai pas connaissance qu'il y ait eu la volonté d'afficher que ce soit lié à des effets particuliers. Donc, jusque-là, j'avais pas été surpris, mais j'y avais pas non plus pensé. Ouais, bah, enfin, on a des cartes qui n'ont pas. Enfin, on a le sentiment que c'est un mot-clé qui pourrait à un moment donné vraiment prendre de l'ampleur. Au même titre, bah, là qu'on le voit sur le chapitre 6, on a le mot-clé pirate. Alors, c'est pas que ce soit pas une surprise, mais c'est un mot-clé qu'on attendait tous parce que bah, Et oui. on adore les pirates, hein, et que voir Stitch avec son pistolet à plasma, une épée à la main, un tricorne sur la tête, bah, ça fait toujours plaisir. On a vraiment ce côté, voilà, c'est une extension qui était attendue. Je pense qu'il s'y trompe pas. Il savait très bien que une thématique pirate, c'est vraiment très très cool, et que donc évidemment les mots-clés capitaine, etc., sont des mots-clés qui dès le début étaient présents dans le jeu. Mais Dreamborn, ouais, en tout cas, je pense qu'il y a des choses à faire. Je serais ravi, moi, à l'avenir, que ce soit un mot-clé qui débloque ou qui active ou qui soit une condition nécessaire à la résolution de certains effets. Enfin, ça peut être vraiment une mécanique aussi en soi qui peut devenir très très intéressante. Ouais, On- je le vois bien venir quand même ça. Là, ils nous font les grandes thématiques. Après, je pense qu'ils auront écoulé tous leurs grands actes, ils vont rentrer dans les détails et nous faire des petites spécificités comme ça. Je ne serais pas du tout surpris. Je pense que ça va être sympa. De voir des Aladdin en pirate que de voir des Moana. Moana, ça fait un petit peu moins bizarre, mais ils nous ont fait des belles quand même. Des mini qui se jettent sur une corde. Côté un pirate, je pense il va beaucoup plaire celui-là. En plus, les nouvelles entités qui sont en train de nous sortir, moi je trouve qu'elles sont super. Alors, Et de mieux en mieux. tu précèdes une des questions que je voulais te poser, qui était effectivement ces 48 heures, enfin ces 24 dernières heures. On vient d'avoir quelques reveals d'Enchanté, les trois premières. On a eu Basile, on a eu Wreck-It Ralph, qui est donc issu des mondes de Ralph. Et on a aussi le capitaine, Amélia. exactement, le capitaine Amelia de La Planète au Trésor. Et bah, on voit qu'il y a des réactions qui sont très polarisées. C'est marrant, presque encore plus que sur la série du chapitre 4, qui avait ses détracteurs, hein, qui trouvaient que le fond noir était un petit peu fade, que voilà, les personnages étaient un petit peu évanescents, pas forcément très mis en avant sur certaines cartes. Là, voilà, on a vraiment un parti pris artistique qui est très très clivant. Toi, qu'est-ce que t'en penses de ces trois enchantés qu'on a vus jusqu'à présent? Moi j'aime bien, je trouve qu'ils ont fait beaucoup de progrès, selon moi, sur les enchantés. Je trouve que les trois premiers sets, on en voulait un petit peu plus. Je sais pas si tu vois, j'imagine que oui, cette terre enchantée là que tout le monde parle et veut. Oui. On a quand même un gros bloc de texte en bas qui fait pas très moderne, on en voudrait un petit peu plus, quoi. Euh, Aujourd'hui, ils nous en donnent un petit peu plus. Je sais pas si tu avais remarqué déjà, mais sur le set 5, le dernier set, ils ont augmenté la zone de dessin Oui. par rapport au set d'avant. Donc moi, je trouvais ça bien cool. Et là, qu'ils prennent des parties pris comme ça, qui sont cohérents sur un set complet, je trouve ça bien chouette. Ça fait joli dans les classeurs, c'est original. Tu vois, tu pourrais pas différencier une carte du set 1, 2 ou 3, alors que maintenant, chaque set a un peu sa petite patte. Je trouve ça cool. Ouais, alors à partir du 3 déjà, il y avait quelques changements puisqu'on était sur un côté un petit peu stylisé. Moi, je sais que notamment, je suis un grand fan aussi de Picsou, et c'est vraiment une carte que je rêvais d'avoir. Et qui est, ça fait un peu portrait, si tu veux, presque galerie de portraits, tu sais, style un peu 16e, je parle du siècle, hein, pas de l'arrondissement, mais du côté un petit peu, quoique d'ailleurs les deux peuvent se recouper aussi. On a ce côté presque un peu peinture à l'huile, tu vois, je trouve dans le chapitre 3, mais chapitre 1 et 2,
Ouais, les cartes, effectivement, elles sont sur la même lancée. Et pourtant, moi, alors peut-être parce que c'est vraiment le moment où, avec notamment mon fils et un peu plus modestement ma fille, on s'est mis à regarder les cartes. On n'a pas eu d'enchanté pendant X paquets, vraiment, ça a été très très long. On n'a pas eu beaucoup de Mhm. bol au début. Et donc, finalement, enchantés chapitre 1 ont vraiment un goût particulier chez moi. Je me dis vraiment, enfin, tu vois, c'est le côté. Enfin, elles m'ont vraiment fait rêver, quoi. Je pense à Stitch, il y a Elsa, Aladdin, le génie, et surtout, moi, la carte qui me semble être la plus réussie, peut-être, en enchanté à ce jour, c'est Aurore, en fait, que je trouve Clochette. absolument. Ah, on n'est pas Alors, il y a d'accord. Clochette aussi. Clochette, je l'ai pas, parce que, à un moment donné aussi, il y a des questions financières qui rentrent en ligne de compte. Mais Aurore, enfin, c'est une sacrée carte aussi, hein. Ah, mais je suis d'accord. Moi aussi, les premières cartes, ça rappelle des souvenirs, ça rappelle des émotions, elles sont cool. Mais j'aime bien ce qu'ils font sur les nouvelles. J'aime bien l'idée d'avoir des thématiques à chaque set. Ouais, et puis, alors, alors, autant sur Ralph, moi, je suis un peu mitigé, mais on la voit avec un effet de, si tu veux, un effet de lumière qui est peut-être pas très flatteur non plus, ce qui est pas le cas Je pense qu'elles seront bien plus belles en vrai. Ouais, sans doute. Autant le 7.5, je trouve qu'elles sont magnifiques en vrai et magnifiques en dessin, autant je pense que celles-ci en vrai, elles vont être vraiment magnifiques. C'est possible. Et en plus de ça, Basile a un côté vraiment. Je trouve que l'artwork en lui-même, il est vraiment génial. Ce petit côté, presque on décompose. Tu sais, c'est presque une vue de coupe un peu du personnage, quoi. C'est-à-dire avec les différents attributs, etc. sur les côtés. Je trouve que c'est vraiment très novateur. Et il y a Et on revient vraiment un un. petit peu sur les puzzles qu'on avait au 7.1, non? Et oui, 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 tout à fait. Ouais, exactement. Il nous montre un petit peu du personnage, il nous montre un petit peu des vues de coupe en fond, en noir et blanc. Ça avait été mitigé aussi comme avis. Il y en a qui trouvaient ça super, qui trouvaient ça vraiment dommage qu'ils les viraient. Et il y en a qui en avaient absolument rien à faire. Qu'à la fin de leur booster, à chaque fois, ils aient un punch tout pourri. Mais là, qu'ils le reviennent en format enchanté, je trouve que c'est vraiment sympa. Ah, mais je trouve quand même que Ravensburger, sur l'ensemble, ils ont fait quelques conneries, mais à chaque fois, ils ont réussi à bien redresser la barre. Et quand il y a quelque chose qui vient de la communauté et qui a un sentiment assez fort, ils l'écoutent et ils essaient de le corriger. On le voit sur les reprints, de réimprimer à la fonte, les qualités d'impression, ils ont travaillé. À un moment, au début, on pouvait ouvrir les displays, enfin, on peut pardon, Ouais. sortir les boosters sans même ouvrir le display, ils l'ont corrigé. Il y a beaucoup de trucs comme ça qu'ils ont corrigé et je pense que les puzzles en ont fait partie. À tort ou en bien, je sais pas. Mais ils écoutent pas mal ce qu'on dit et ils essaient d'améliorer leur jeu. Ça, c'est cool. À chaque fois qu'on a eu l'occasion de parler de ça, que ce soit sur les questions un petit peu en lien avec les préoccupations des joueurs et des boutiques avec le premier épisode, et puis avec Dark Penguin la dernière fois sur les questions de ruling, et sur le sentiment un petit peu oppressif qu'a pu générer Bucky chez certains joueurs, on sent qu'il y a vraiment une écoute de la part de Ravensburger, pareil sur les tournois, sur le dimensionnement des tournois. Pour prendre une actualité encore plus récente, on avait l'inscription au Last Chance Qualifier européen qui aura lieu à Disneyland début décembre. On a vu qu'il y a eu une levée de bouclier. Alors, moi, je trouvais ça plutôt bien pour le coup, ce qu'ils avaient proposé au départ. Je peux comprendre qu'on soit contre, mais je trouvais ça assez intéressant. Pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi, pour pouvoir candidater et jouer le qualifieur de la dernière chance à Disneyland la veille des finales européennes, il fallait au départ écrire une lettre de motivation en se présentant, etc. Enfin, on n'avait pas les modalités exactes, mais dans l'idée, c'était a priori plutôt orienté là-dessus. Et il y a beaucoup de gens qui ont râlé apparemment, et du coup, Ravensburger a décidé de mettre en vente les places. Il y aurait a priori aux alentours de 1000 places, je crois. 32 x 32, a priori, il faut faire le calcul. C'est toi le scientifique de l'émission. Mais voilà, on doit être pas loin de 1000. Je parle On est surtout. un petit peu plus que ça, mais je pense qu'on est à 1024. Ok, tant mieux. Et là, ça va être premier arrivé, premier servi, donc ça va être un peu la bagarre qu'on a pu connaître jusqu'à présent. Mais voilà, on sent en tout cas qu'il y a une écoute et il n'y a pas une approche vraiment genre dogmatique et on impose et puis les joueurs suivent, ils suivent pas, on s'en fiche. C'est très agréable, je trouve. On a le sentiment vraiment d'avoir accès assez facilement et de pouvoir finalement
assez facilement faire des feedbacks et c'est vraiment très très appréciable. Alors, on parlait à l'instant de jeux, on parlait de collection. Toi, tu as un parcours un petit peu particulier dans le TCG, puisque tu nous le disais tout à l'heure, tu joues à un autre TCG en compétitif, One Piece, et par ailleurs, Lorcana, tu es un des créateurs, un des animateurs de la plus grosse communauté francophone, tu vis à l'étranger, et toi, tu collectionnes en fait. C'est bien ça? Ouais, moi je collectionne juste. Je joue à One Piece beaucoup en compétitif, ce qui fait que j'ai des classeurs chez moi déjà plein les murs. Ça me prend, avec la gestion de l'Orcana et du Discord, une grosse partie de mon temps libre, et donc avoir tout en douce, c'est pas possible. Quand l'Orcana est sorti, c'était un petit peu après One Piece, donc j'ai joué à l'Orcana pour voir si le jeu me convenait bien. Il y avait des petites choses qui me convenaient moins bien que One Piece, notamment le fait qu'il n'y ait pas d'action pendant le tour adverse et le fait que à ce moment-là, alors ça se jouait beaucoup au top deck, on jouait beaucoup, on distribuait beaucoup nos mains, on mettait en encre, on jouait des cartes, et puis à un moment, tout se jouait au top deck à la cote à les piocher, et je trouvais que c'était un petit peu dommage. Donc à ce moment-là, j'ai pas franchi le pas, d'autant plus qu'à côté de ça, sur One Piece, je faisais des plutôt bonnes performances. Donc, je me suis gardé un peu cette ligne de conduite, donc l'Orcana, je collectionne à fond toutes les cartes, et puis sa partie jeu, bah, je joue plutôt à One Piece. Alors, tu collectionnes toutes les cartes ou certaines cartes? J'ai cru comprendre que tu collectionnais seulement un type de rareté et qu'a priori, c'était pas les peu communes qui t'intéressaient. Ah. Je collectionne toutes les enchantées en anglais, du coup, parce qu'aux États-Unis, c'est impossible de trouver des cartes françaises. Ah oui, en anglais, ok. Parce que tu vis aux États-Unis depuis le 2 ans. début. Ok, donc avant que l'Orcana Euh, je- finalement ne sorte. Ouais, ah ouais, effectivement. Et alors, vivre aux États-Unis et animer une communauté Lorcana française, ça pose, outre les difficultés évidemment qui sont liées au décalage horaire, hein, parce que on les comprend assez facilement, le fait de physiquement pas pouvoir participer aux événements, etc., c'est pas quelque chose de trop frustrant justement pour toi? C'est un petit peu frustrant, mais surtout, c'est très bien dans le sens où je suis juge et partie de rien du tout. Donc, c'est assez facile pour moi d'être impartial et de faire appliquer des règles parce que je ne participe pas à mes événements. Donc, quand il y a des litiges, je ne suis pas impliqué dedans, jamais. Ah, Et donc, d'avoir un regard assez extérieur sur ce qui se passe, c'est plutôt une force, je trouve, parce que des situations où, je sais pas, je pourrais, organiser le tournoi, participer au tournoi. Si sur le tournoi, il y a un souci au niveau d'une règle ou quoi, ça aurait été moi qui ai fait la règle. Potentiellement, ça aurait été moi qui aurais donné la sanction, et si c'est moi qui gagne des parties ou le tournoi, ça crée des conflits d'intérêts assez forts. Ça aurait été pareil sur à peu près n'importe quoi, sur la ligue. Si moi, je me mets des points et que c'est moi qui accepte ou pas les points des gens, ouais. on va mettre en doute ma parole. Parce qu'à la fin, on va te dire, mais t'as gagné, mais comment on est sûr que t'as eu tes points et que t'as pas juste coché des cases parce que c'est toi qui les coches les cases? C'est pareil pour un petit peu tout en fait. Donc le fait d'en être assez loin de ça, ça fait quelque chose d'assez, comment dire, pas serein, mais détaché d'intérêt de la part de l'administration du serveur. Ouais, Des désintéressé intérêts. et de finalement, il y a une probité tout de suite qui peut pas être attaquée parce que toi, voilà, t'es à l'autre bout du globe et que vraiment tu fais ça pour les gens, pour leur permettre de rentrer dans la communauté. Alors, il y a un équivalent finalement aux États-Unis, un petit peu, il y a un Lorcana USA TCG équivalent en termes de Discord ou pas du tout? Parle-nous un peu de Lorcana aux US. Aux US, ça joue beaucoup. Il y a une communauté qui est assez grande. Ça joue des tournois. Là, moi, j'habite dans une assez petite ville. Ça joue des tournois toutes les semaines entre 20 et 30 joueurs. C'est vraiment très, très actif. Ça discute beaucoup, ça échange beaucoup. C'est vraiment, vraiment pas mal. Il y a un équivalent américain, mais qui se veut un petit peu mondial. C'est le Discord de Disney Lorcana HQ, qui a été là en même temps que le français, voire un tout petit peu avant. Mais là-dessus, il y a beaucoup de choses. C'est pas possible. Comme nous, on organise des petits tournois, des petits événements. Sur les tournois, on est entre 15 et 25.
Sur nos tournois artistiques, on limite à 32. C'est à peu près le nombre de personnes très actives qu'il y a sur les Discord américains. Il y a des milliers et des milliers de personnes. C'est absolument ingérable de garder un aspect communautaire. Déjà que nous, ça devient assez limite, parce que maintenant, à 5000 personnes, c'est beaucoup de monde. C'est beaucoup de monde à discuter. C'est pas facile de connaître tout le monde. Mais là, aux États-Unis, c'est surtout un gros serveur qui pourrait s'apparenter à un serveur mondial. Et ensuite, chacun fait sa petite communauté, comme on a un petit peu en France, sa communauté de boutique, sa communauté locale. Et ça marche plutôt bien comme ça. La différence, elle réside surtout dans le fait qu'on sent qu'il y a une animation finalement sur ton Discord. C'est-à-dire que même parfois sur des Discords locaux, bah, le Discord est créé, on crée des catégories, on a quelques personnes qui viennent ponctuellement déposer de l'info sur des dates de tournoi, j'en sais rien, des decklists, ce genre de choses, ou souvent des échanges, des offres, enfin si tu veux des annonces d'offres d'échanges, etc. Mais on voit qu'il n'y a pas d'animation. Est-ce que finalement, ce qui fait aussi que la communauté s'est fédérée autour de votre Discord, c'est justement le fait qu'il y a tout le temps de l'animation, il y en a un petit peu pour tous les goûts, à part peut-être sur la partie compétitive. En vrai, c'est complètement ce qu'on a voulu, hein. Moi, quand j'ai commencé sur One Piece, j'avais proposé d'organiser des tournois webcam, d'organiser des petites choses, mais à chaque fois c'était non, on n'est pas assez, c'est un petit peu chiant, on n'a pas d'argent pour donner des lots aux gagnants. C'est quelque chose qui est entendable, mais moi je trouvais ça dommage. Parce que des fois, même sans payer, on peut faire des trucs sympas, ou même sans proposer de l'eau, les gens, si l'événement il est cool, il est bien organisé, on peut quand même ramener du monde et passer une bonne soirée. Nous, sur l'Orcana, on a pris le parti de faire plein de trucs pour tout le monde, et tu dis qu'il n'y a pas de compétitif, mais pourtant il y en a un petit peu aussi. Donc, j'ai pas fait une petite liste de ce qu'on propose par rapport à quel type de gens, mais au début, on parlait de ce tournoi artistique qui est plutôt pour des gens créatifs qui ont besoin d'avoir aucune connaissance pour aussi du jeu un petit peu pour faire l'effet, mais qui n'ont pas forcément besoin d'avoir des cartes en physique ou d'avoir des gros moyens financiers pour jouer. Juste ta Ouais, créativité et toi-même. On fait toutes les semaines des tournois. Donc, c'est des tournois qui sont à but plutôt casual pour des débutants et débutants plus plus. En fait, c'est le format, il est assez simple, c'est gratuit. Le gagnant, il gagne 4 boosters, le deuxième, il en gagne 2, le troisième, il en gagne un. Donc, c'est pas un tournoi qui va attirer des gros joueurs, même si les gens qui gagnent souvent, c'est des gens qui sont là souvent, qu'on connaît, qui sont forts au jeu. Mais il n'empêche que, comme c'est en format suisse, le premier round va être pairé aléatoirement, ce qui fait que les débutants vont potentiellement soit avoir de chance de tomber sur un joueur fort et potentiellement perdre, soit tomber sur quelqu'un de leur niveau, et puis ensuite, plus ils vont baisser dans le classement, plus ils vont jouer des gens qui sont de leur niveau. Mais globalement, ça reste quand même assez casual. C'est pour moi que ça a été voulu exprès. Les gens qui veulent faire du compétitif, ils peuvent aller chez la Mulligan TV, chez d'autres Discord qui ont uniquement et qui ont surtout un but compétitif. Donc ça, c'est aussi la balance qu'on a voulu, de dire que nous, c'est que débutants, ou essentiellement débutants, et si vous voulez faire du compétitif, vous pouvez ici si vous avez envie, mais il y a pareil ou mieux ailleurs. Donc ça, c'est pour la partie tournoi. Et on a mis aussi en place la ligue qui est complètement gratuite et qui est hyper simple. On a mis une liste d'actions qui est super facile à faire. Soit c'est juste de faire une partie, ça te rapporte un point. Soit c'est de résoudre l'un des puzzles. Donc financièrement, ça te coûte zéro. Juste toutes les semaines, tu regardes les puzzles qu'il y a. Tu les réponds, l'auteur, il te valide, tu gagnes un point. Il y a d'autres trucs, juste tu partages une photo avec des cartes. Il y a plein de petites choses qui sont faites pour tout le monde et qui permettent de gagner des lots. Et puis c'est des lots qui sont quand même assez sympas. On fait gagner des pins, on fait gagner des classeurs, on fait gagner des playmats. Donc juste en participant, toutes les semaines, régulièrement, bah, tu peux gagner des lots qui valent entre 20 et 50 euros, quoi. Comment vous faites du coup pour... Enfin, vous financez pas ça, j'imagine, sur vos deniers. Il y a de la philanthropie déjà par le temps que vous donnez, parce que bah, c'est pas rien, c'est du temps de travail, et puis c'est très pro. Comment vous faites? C'est Ravensburger, du coup, dans ces cas-là, qui envoie des lots et qui vous permettent derrière de les donner autour de concours. Comment ça fonctionne? C'est des boutiques? Qui est-ce qui alimente finalement le pipe du coup des récompenses que vous donnez comme ça sur des concours? Alors aujourd'hui, c'est Ravensburger, mais ça a été fait quand même avec le temps. Au tout début, ils nous avaient donné des pins, juste des pins, qu'on avait distribués sur des petits événements.
Ça s'est limité à des pins. On faisait des soirées d'initiation, on faisait des petites choses, on faisait des tirages au sort et on faisait gagner des pins. Ensuite, ça c'était à peu près sur le set 1. Sur le set 2, on s'est dit quand même ce serait cool qu'on fasse des petits tournois pour faire jouer les gens et qu'ils puissent gagner des boosters, un petit peu à l'image qu'on pourrait avoir en boutique. Donc là, à ce moment-là, comme Ravensburger, et personne n'allait nous payer les displays, on avait créé une association et un système d'abonnement de Patreon. Donc, grosso modo, c'était un abonnement qui coûtait soit 5 euros, soit 10 euros par mois. Et tu avais tous les tournois gratuits pendant un mois. Donc, tu payais 5 euros, tu pouvais faire 4 tournois. Et nous, ça nous permettait de payer les displays et ensuite de les faire gagner sur les tournois. Donc, ça, c'était ce qu'on a fait sur le set 2, 3 et peut-être 4. Ah ouais, quand même. Je sais plus sûr pour le 4. Et en fait, on est quand même en relation assez étroite avec Ravensburger. Et ils ont vu que ce qu'on faisait, c'était cool, que c'était désintéressé, que nous, tout ce qu'on nous donne, soit en produit, soit en argent, on le redonne à la communauté. Donc tout ça, Ravensburger, on le traque avec eux et on leur montre que vraiment tout ce qu'ils nous ont donné, ça a été donné à des gens. Donc on a des fichiers qu'on partage avec eux. Et comme ils ont vu que ça marchait bien, que ça permettait à la communauté de leur jeu de se développer, sur le dernier set, ils ont décidé de tout nous donner ce qu'on avait besoin pour que nous, après, on puisse le redistribuer. Ça inclut tout ce qui est goodies, ça inclut tout ce qui est pins, ça inclut tout ce qui est display. Donc nous, on leur fait une liste au début du set avec tous les événements qu'on imagine et associé à ça, tous les propositions de lots qu'on voudrait donner sur ces événements. Et ensuite, ils le challenge, ils sont OK, pas OK. Et à la fin, on se met d'accord sur un plan finalement, un petit peu comme une entreprise, quoi. On se met sur un plan d'action sur le set et ils nous envoient tous les produits. Ok. Donc c'est aujourd'hui Ravensburger qui nous donne tous les produits qu'on redistribue à la communauté. J'imagine que ça a dû vous soulager un tout petit peu en termes de temps de travail, d'investissement, de gestion aussi, parce que devoir organiser finalement et gérer les entrées-sorties, s'approvisionner aussi, il y a des périodes où c'était compliqué de trouver des cartes. J'imagine que c'est un petit peu plus confortable aujourd'hui, non? Non, honnêtement, ça change pas grand-chose. Ce qui est chronophage, c'est pas d'acheter des produits. Acheter des produits en général, même si c'était compliqué à avoir, quand on commande au début du set, on savait ce qu'on allait nous donner, même si c'était pas tout ce qu'on voulait. Donc après, c'est facile d'organiser et de gérer tes événements avec ce que tu sais que tu veux avoir. Ce qui est chronophage, c'est de réfléchir à quel est ton plan d'action, mettre en place les événements et ensuite les réaliser. Ça prend beaucoup de temps parce que le tournoi, nous, on y réfléchit un set à l'avance. Il faut que toutes les semaines, on les annonce, qu'on les partage. Il faut que le jour du tournoi, on ait des arbitres, on ait quelqu'un qui soit à l'administration. Ça prend beaucoup de temps. En Oh, soi, les produits, le fait que ce soit Rapidora qui nous donne maintenant, ça ne nous a pas soulagé plus que ça. Financièrement, oui. Ça a surtout soulagé la communauté, en fait, parce que avant, tout ce qu'on faisait là était payant. Donc, même si tout l'argent qu'on nous donnait était redistribué dans des lots, c'était quand même payant pour les joueurs. Aujourd'hui, c'est gratuit. ok. Oui, donc Sauf les frais de port. Pour gagner. oui, les frais de port sont à la charge de ceux qui remportent les biens, mais les récompenses, ce qui est plutôt logique, les frais d'essence sont à la charge des joueurs qui se déplacent pour un tournoi, donc en soi, c'est pas, je trouve que c'est pas choquant, moi, je trouve ça plutôt normal. Euh, Alors, alors- c'est pour moi et pour la communauté, pour moi, une très grande fierté de pouvoir proposer à toute une communauté française des tonnes d'événements qui sont gratuits pour tout le monde et en plus qui sont, je pense, super cool. oui, parce qu'il y a une C'est vibe. un peu ma gratification d'être à l'étranger, de ne pas participer, mais de quand même générer autant de choses autour de Warcana en France. Ouais, en fait, on a un côté foisonnement. Alors, et c'est marrant parce que en préparant cette émission, enfin cet épisode, on discutait. Je te disais que moi, typiquement, je participe assez peu sur Discord. Alors, j'anime un Discord qui est le Discord de l'équipe que je suis en train de créer. J'ai participé à des Discords d'équipes essentiellement. Mais par contre, c'est un Discord sur lequel je me pointe allez, une fois ou deux par semaine pour aller regarder. Alors parfois, c'est le côté marketplace parce que je suis dans une période où je vais chercher une carte et que je me dis toujours, tiens, ça peut être intéressant. Je vais aller regarder parfois quand j'ai un petit peu plus de temps. Je vais m'amuser à aller regarder les questions. Ça m'intéresse de toujours regarder voilà, ce qui préoccupe finalement la communauté, les questions, le ruling, etc. Et puis parfois, ça donne du coup des idées d'interaction auxquelles on n'a pas pensé. Je trouve ça assez sympa. Chacun a finalement
J'ai envie de dire, chacun a sa façon de se retrouver sur le Discord. Il y en a qui participent énormément dès leur arrivée. Je suis toujours épaté, moi, de voir ça, de voir des gens qui ont posté dans l'onglet présentation presque 5 minutes plus tôt, et 5 minutes plus tard, ils ont déjà posté 3-4 messages qui sont en plus souvent, tu vois, pertinents. On n'est pas dans une logique juste de flooding un petit peu immature. C'est marrant, c'est des comportements qui sont vraiment... On a essayé le plus possible de le rendre accueillant, ce serveur. On a essayé, on l'a fait évoluer aussi, il n'était pas comme ça au début, mais de créer des catégories qui sont assez claires pour que chacun, avec son profil, y retrouve son intérêt. Que ce soit facile de naviguer et facile de s'y retrouver. Aujourd'hui, si tu veux pas de compétition, tu rétrécis les deux catégories qui sont tournois et parties classées, et tu te retrouves juste avec 5 ou 6 channels de discussion, 5 ou 6 channels avec la ligue, et c'est tout. C'est vrai. C'est Donc t'es pas trop paumé. Si jamais tu veux juste faire une chose en particulier, t'es pas noyé sous un Discord avec 200 salons qui sont plus ou moins actifs, plus ou moins pas actifs, que tu vas poser une question que personne ne va te répondre. Là, on a essayé de le faire efficace et accessible à tous les niveaux. Alors, moi, il y a une autre question qui m'intéresse énormément. C'est vraiment une question un peu de fond pour moi autour du TCG. Le TCG, c'est pas un hobby comme un autre. C'est un hobby qui, tu le disais tout à l'heure, fait appel aussi beaucoup à une part d'imaginaire. Donc, c'est pour ça que c'est pas étonnant qu'on retrouve des gens qui ont envie d'apporter, de créer, d'imaginer, de rêver autour du TCG. Ça prend un écho particulier parce qu'on est dans l'univers de Disney qui lui-même est quand même aussi assez propice, je trouve, à la, à la rêverie, à l'onirisme et à tout ça. Ce que j'aimerais savoir, c'est, même si j'ai bien compris que toi, tu jouais à un autre TCG et que tu collectionnais, mais que c'était aussi... voilà, il y a quand même des passerelles assez fortes entre les deux univers. Qu'est-ce qui te pousse et qu'est-ce qui te motive à t'investir autant dans le monde du TCG, alors au travers de l'Orcana et de One Piece, on l'aura compris. Ah, c'est une grande addiction, hein. Les jeux qui sont proposés en TCG, il y a tellement de cartes et tellement de rejouabilité que les 2 parties sont jamais les mêmes. Souvent, à la fin d'un set, tu as un petit peu marre de la méta, c'est un petit peu toujours la même, mais tous les 3 mois, tu te relances sur un nouveau truc. Moi, je suis complètement addict. J'adore réfléchir à des nouvelles decklists, réfléchir à des nouvelles stratégies. Quand tu vois qu'un deck est méta, tu vas te demander un petit peu qu'est-ce que tu pourrais faire, toi, pour avoir un deck qui te plaît et en même temps qui va contrer ça. Ça, c'est quelque chose qui m'excite vachement, voir tous les nouveaux reveals sur les sets d'après, donc tu peux un petit peu anticiper. C'est aussi une force que l'Orcana a sur d'autres jeux, c'est que tout sort en même temps. Alors, je suis pas sûr pour ce qui a été annoncé récemment, je crois qu'ils ont annoncé le Japon et compagnie, donc je sais pas sûr qu'ils sortent en même temps tout ça, mais en tout cas, en France et aux États-Unis, ça sort en même temps. Ça, c'est vraiment cool parce que du coup, tu peux réfléchir quand tu vois une carte et tu vas pouvoir la jouer directement, tu vas pouvoir un petit peu te faire une stratégie, te construire un deck et dès que le nouveau set va sortir, tu vas pouvoir tester ce que tu as imaginé pendant peut-être pas les 3 mois, mais les 1 mois et demi où ils nous ont révélé des cartes une par une. Ça, c'est une grosse force parce que par exemple sur One Piece, ça sort d'abord au Japon, puis après en Europe et États-Unis. T'as Ça, combien de c'est temps de décalage? payé. Il y a un set, donc il y a 3 mois. Ah ouais. Et pour les C'est-à-dire que Worlds? quand tu commences à jouer, et pour les Worlds, ils se rattrapent sur le set anglais. D'accord, donc ça Donc veut c'est-à-dire dire que les finalement... Japonais ont 3 mois d'avance, 3 mois d'entraînement en plus que les Et Américains. C'est-à-dire que nous, quand un set arrive, quand on touche les cartes, on a déjà 3 mois d'historique de tournoi, ce qui fait que tout le monde a les mêmes decks. Sur l'Arcana, c'est pas le cas, et ça, c'est vraiment une grosse force. alors, c'est un peu pareil dans une certaine mesure à Pokémon aussi, hein, parce que moi c'est par Pokémon que je suis revenu au TCG. On a le Japon qui a des cartes, alors c'est encore une autre façon de faire, c'est qu'il y a des blocs enfin, qui sont pas les mêmes, des extensions qui sont pas les mêmes au Japon, qui a des sorties, ils ont des sorties mensuelles de plus petites extensions, enfin c'est un peu compliqué. Et on a, je crois, la Chine qui, elle, est carrément euh, une rotation en arrière par rapport, par rapport à l'état de la méta actuelle. Donc voilà, c'est difficile. Alors qu'Anna, c'est vrai qu'on a ce côté, c'est synchrone, même si on a un peu d'asynchronisme, comme on a pu l'avoir cet été quand ils ont ban Bucky, où on a eu en Europe, on a eu Bologne, qui se jouait encore avec Bucky, et on a eu, suite à ça, je crois que c'était Vegas, aux États-Unis fin août, qui lui se jouait pour la première fois
finalement sans Bucky, mais toujours dans le même chapitre, alors que les cartes du chapitre 5 étaient déjà sorties. Donc on a parfois aussi des télescopages de méta, mais c'est vrai que c'est appréciable parce qu'on a toutes les cartes qui, a priori, sortent pour le moment dans tous les pays concernés au même moment, ce qui est quand même vraiment cool, et ce qui permet aussi de commencer à deck builder. On va pas se mentir, nous, ces jours-ci, on est comme des dingues avec les copains avec lesquels je joue, à se poser du coup pour dire, tiens, il y a telle carte qui vient d'être révélée, mais c'est incroyable, t'as pensé à telle interaction, ouais, c'est dingue, etc. On s'imprime des proxys. Bon, on est à deux doigts d'attaquer le remote là avec des proxys pour essayer de s'amuser un peu, parce qu'en plus de ça, on a un 7-6 qui est, moi je trouve, absolument extraordinaire. Enfin, pour moi, c'est le set en termes de jeu qui offre un renouveau, des possibilités de jeu qui sont vraiment, enfin, je trouve extraordinaires. En tout cas, j'ai jusqu'à présent pas. Voilà, ça fait un an et quelques que je vis au rythme de l'Orcana et c'est vraiment je trouve l'extension qui est la plus vraiment qui a l'air de compléter le jeu et d'apporter vraiment un ensemble extraordinairement dense et intéressant à aborder d'un point de vue de la méta, quoi. C'est marrant, c'est pareil que ce que tu disais au début, c'est que c'est un sujet qui est assez clivant, ça, parce que on voit aussi beaucoup dire que ce set, c'est la première fois qu'ils sont pas hype par l'Arcana. J'ai un peu l'impression que c'est suivant le type de joueur et la sensibilité de chacun qu'on apprécie ou pas un set. Parce que jusque-là, j'avais, je pense, plus vu de gens qui étaient un petit peu déçus ou sur la retenue vis-à-vis de ce set. Alors, il y a encore un petit peu de reveal à avoir, mais hyper emballé par les nouvelles propositions de gameplay. Ah, c'est marrant ça, tiens. Et enfin, quels sont les retours du coup des joueurs sur ce set? Qu'est-ce qui fait finalement que ça les hype pas plus que ça? Je sais pas. Ok. Je sais pas, c'était un des recours qu'on avait dans les chats quand tu vois des reveals que tu as les trois premiers commentaires, c'est ah ouais, ok, encore une carte pas terrible. Après, au début, il faut voir aussi qu'on a eu beaucoup de vanilla. Les premiers reveals qui sont arrivés dans les dernières semaines, là, c'était beaucoup les cartes, les communes. Il y a une commune qui propose potentiellement pas une profondeur de jeu très complexe. Alors que là, plus récemment, voilà, on commence à avoir toutes les légendaires, toutes les enchantées. C'est pas forcément une difficulté plus complexe, mais légendaires, en tout cas, souvent, il faut plus réfléchir. Souvent, il faut plus se dire dans quel deck ça va aller, est-ce que je peux les comboter, etc. Souvent, ça, les joueurs, ils apprécient plus. Oui, et puis rien qu'aujourd'hui, on a eu quand même le reveal d'une carte verte qui est absolument incroyable. Moi, je trouve que la couleur verte était vraiment une des plus faibles au chapitre 1. Au chapitre 2, c'était toujours pas vraiment incroyable. Et ça devient, pour moi, sur le reveal là, du chapitre 6, une couleur qui est phénoménale. Et aujourd'hui, on a le reveal. Alors là, pour le coup, on est, pour reprendre ton expression de tout à l'heure, sur une photo, sur un coin de table de la carte, parce qu'elle a été vraiment, elle a été présentée de manière assez artisanale, mais c'est une action qui coûte 7 et donc qui dit bah, à Qui l'adversaire, défausse toute la main adverse, c'est ça? ouais, exactement. Et on a longuement discuté ce soir avec deux potes là, Bah oui, tu de, de- m'étonnes. de cette carte-là, parce que il y en a beaucoup qui disent oui, mais en fait c'est anecdotique, elle est pas ancrable, ça arrive trop tard, etc. Moi, je leur dis attendez, Le soumettez-vous à ma volonté de Jafar? c'est Je l'ai vu aujourd'hui. c'est ça, Je l'ai exactement. vu, il était tellement moche, je ne l'ai même pas partagé. Non, elle est belle. La carte est pas emballante, mais bon, c'est pas grave, on fermera les Surtout yeux la s'il faut photo, la la qualité jouer, de hein. la photo, hein, je sais même pas si c'est une photo prise d'un écran ou. Bon, enfin bref, allez, pour l'instant, on n'a pas une vraie belle image de cette carte. Non, il faudra, voilà, on va attendre le reveal final pour la juger. Mais voilà, ça c'est une carte que je trouve extraordinaire. Elle est en one-off dans un deck. Et grosso modo, dans tous les decks verts, là, il nous pousse quand même vraiment vers la discard des decks verts, bleus notamment, etc. Il y a des trucs Mhm. à faire. Bah, tu dis bah, à ton adversaire, écoute, t'as échappé jusque-là à la discard, on est tour 7, maintenant c'est fini, quoi. Ok, t'as fait remonter des lapins dans tes mains, t'as pioché avec mes amis Lula, t'as fait tout ce que tu voulais, mais là tu vas quand même la défausser ta main. Moi je trouve que cette carte, c'est un équivalent de Soyez prête, enfin Ah bah biprep, ouais. mais en vert. C'est-à-dire que même si t'en joues qu'un exemplaire ou deux, il y a toujours cette pression quand tu joues contre quelqu'un qui joue rouge. Tu as toujours cette pression permanente de dire on est tour 6, s'il peut ancrer au tour suivant et qu'il a biprep, mon board n'existe plus.
Là, il y a un peu la même chose avec la main, et je trouve que cette carte est exceptionnellement puissante et qu'on arrive à un ensemble complet de verts qui dit bah je vais faire des maléfices, je vais faire des trucs vraiment, je vais te remonter un peu des cartes, je vais les défausser quand j'ai envie, quand tu vas vouloir attaquer mes créatures, tu vas défausser. Je vais t'empêcher de l'aurer aussi avec des mécaniques qui permettent de donner combattant à distance, etc. Enfin, il y a vraiment une panoplie pour déranger l'adversaire que je trouve absolument génial. Voilà, donc 7-6, assez C'est la enthousiasmant. même philosophie que Soyez Vert, ça a le même coup, c'est pas ancrable, c'est un sort, c'est le sort ultime qui est lié à ton archétype de jeu, quoi. Ouais, Rouge, ça tue des personnages, et vert, ça fait défausser, quoi. Donc ça, c'est complètement dans le thème. Donc peut-être prochain set ou dans 3-4 sets, s'ils veulent espacer, on aura un gris qui va donner des résistances de fou à tout le monde, ou un jaune qui va soigner la terre entière. ouais, ou alors un bleu qui dit encre toute ta main et, et puis, et puis Voilà. voilà, je sais pas, enfin finalement avec Flavorsham qui derrière te permet de piocher 1 million de cartes, tu la setup, t'encres toute ta main, ça peut, enfin j'en sais rien, peut-être qu'il peut se passer des trucs, à voir, mais Et puis surtout, il y a une volonté de créer des cartes ultimes, le sort ultime ou le personnage ça qui coûte cher et qui est extrêmement fort. ouais, mais et en même temps, je trouve, alors peut-être que c'est un peu pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, que comme les premiers chapitres ont été conçus pardon, comme un ensemble un petit peu cohérent, on sent qu'il n'y a pas eu de power creep pour le moment, ce qui est vraiment, je trouve, très appréciable pour l'équilibre du jeu et puis pour les joueurs qui sont là depuis le début. C'est-à-dire que bah, avoir des cartes 1 an et quelques plus tard qui sont inutilisables alors qu'elles étaient très fortes et qu'on s'est un petit peu saigné pour les acheter à l'unité parce on avait du mal à les avoir, ça peut décourager des joueurs. Là, au contraire, on a finalement des cartes qui permettent de jouer des cartes qui n'étaient pas jouées jusqu'à présent et qui trouvent leur place. Moi, tu vois, par exemple, dans la méta du 7-5, on a vu avec le deck, notamment Green Song, donc qui se basait beaucoup, tu sais, sur les muses pour chanter des chansons, remonter des personnages. On a des gens qui ont commencé à jouer Peignons les roses en rouge, qui est une chanson du set 2 ou 3, qui était, voilà, qui est plutôt anecdotique, hein, qui enlève de l'attaque à un personnage quand tu la joues et qui est jouée pour ça, et je crois qu'elle te fait piocher une carte. Voilà, c'est une carte, quand je l'ai vue, moi j'adore, je suis un grand fan d'Alice au Pays des Merveilles. Euh, je me suis dit, cette carte, elle est sympa, mais elle sera jamais jouée dans la méta, elle paraissait vraiment trop faible. Et finalement, finalement, voilà, 2-3 sets plus tard, c'est une carte qui a son utilité, qui a sa place. Et ça serait intéressant de voir justement un peu le nombre de cartes qui sont jouées sur les grands tournois, sur les DLC, de façon à mesurer un petit peu le côté, enfin presque un peu l'entropie du jeu, quoi, tu vois, qui à mon sens est plutôt élevé, je trouve. Et pour l'instant, ce qu'on voit, alors je joue pas, mais par contre, je regarde un petit peu ce qui se passe sur les tournois, c'est que les decks qui gagnent, c'est pas toujours les mêmes. Alors, au début, on en avait un petit peu marre, tout le monde avait un petit peu marre du rouge-violet, qui était beaucoup trop présent, mais depuis, j'ai l'impression qu'on a la capacité de jouer plusieurs decks qui vont être capables de s'annihiler entre eux et qui vont permettre d'avoir des matchs variés et pas toujours faire la même chose pendant 3 mois. Ouais, alors là en ce moment, c'est vrai qu'on a une très très forte représentation de bleu-rouge, parce qu'en plus, on a dans l'archétype, enfin, on a un double archétype dans les deux couleurs. Donc on a deux decks. Alors, on en a un qui est surreprésenté, hein, qui est le bleu-rouge rampe classique, mais on a aussi un bleu-rouge item qui est celui qui a gagné justement Bologne. Notamment, c'est un Français, hein, qui a gagné, qui s'appelle Ton Coiffeur, et qui était en finale contre un autre Français, Marmite. Et donc, on a sa version du deck bleu-rouge qui est un petit peu plus atypique, qui est difficile peut-être un petit peu plus exigeante à prendre en main. Mais oui, on a beaucoup d'archétypes qui sortent. On a vu ce week-end, là, c'était assez extraordinaire. Le dernier DLC aux États-Unis qui était à Seattle, qui était très très ouvert avec des decks incroyables. On a quelqu'un qui est rentré dans le top 32 ou même dans le top 16, j'ai un doute, top 32 sûr, avec un deck jaune-gris budget à $40 avec quasiment que 28 lieux dans le deck. Voilà, un truc qui avait jamais été vu. C'est génial. Enfin, je trouve que c'est tellement rafraîchissant, ça offre. Voilà, ça donne envie de se poser, de se dire tiens, il y a des trucs en build qu'on n'a peut-être pas vu, qui peuvent marcher. On peut pas dire que en plus le deck a été joué, je pense, par une seule personne sur les 1738 participants de Seattle ce week-end. Donc il est passé vraiment
Voilà, c'est pas parce que le deck était joué par 300 personnes, quoi. C'est assez incroyable. Voilà, il y a de très très belles surprises. Euh, Ça arrive pas souvent, ça. Ça, c'est chouette. non, ça arrive pas souvent, mais pareil, hein, après, alors, il me semble que c'est le premier tournoi aux États-Unis. Alors, j'ai plus le nom de la ville où c'était. C'était après Lille. Le deck qui gagne est un jaune-violet qui utilisait finalement la bonne mère l'a fait finalement faire des effets de pioche, etc. avec tout le pack Boons. Et c'est un deck qui avait fait une petite perf lors d'un 64 joueurs, je crois, quelques jours avant, quelques semaines avant. Mais voilà, il était passé complètement en dehors des radars. Sinon, dans l'ensemble, on a quand même une assez forte domination de quelques archétypes, hein, Steel Song, rouge-bleu et surtout rouge-violet. Mais rouge-violet qui gagne finalement pas tant que ça, en fait, qui est toujours présent parce que c'est consistamment assez fort, mais dont les joueurs se désintéressent un petit peu. On l'a vu sur le métashare de ce week-end où rouge-violet arrive, je crois, en 4e position. Est au coude à coude avec Steel Song en tout cas, où on a Griver notamment qui est un petit peu plus présent. On Disons arrive qu'en vers la fin. BO2, c'est compliqué quand même, parce que c'est un deck qui est très lent. Et le Alors, format BO2, je pardon, pense qu'il quel beaucoup deck? à la ah ben, le rouge violet, un deck qui est très grosse bête, qui est très pioche, qui est très late game. Sur un format en BO2, c'est quand même plus difficile à sortir qu'un deck très agressif. Tu vas vite faire des 2-0 plutôt que faire des égalités à 1-1. Ouais, alors même si Rouge-Violet a quand même beaucoup baissé sa curve par rapport au premier set, ça reste des parties qui peuvent être effectivement longues. À l'inverse notamment de decks hyper aggro comme Jaune-Violet qui permettent de gagner des parties en 4-5 tours. Moi j'ai Ouais. participé à un Madrigal Challenge avec mon fils de 9 ans là, il y a une semaine. On a fait top 8 tous les deux, donc c'était vraiment un moment de joie assez intense. On s'est vraiment régalé, c'était extraordinaire. Il jouait jaune-violet, hyper aggro. On avait travaillé ensemble les ouvertures, les mulligans. Je lui avais expliqué ce qu'il fallait qu'il fasse. Voilà, et il a fait des sorties complètement dingues. Et notamment, bon, malheureusement, il tombe contre un Steel Song en quart de finale, mais il arrive à faire une sortie à 4 Daisy tour 3. La fameuse Daisy hein, qui aura 2, qui a 1-4 de vie, enfin qui a un de force et 4 de volonté, et qui est pour Steel Song infranchissable si t'en mets 4 tour 3, quoi. Et Mhm. qui a gagné la partie en 5, enfin même pas en 5 tours, je crois qu'il a gagné en 4 tours, ce qui était extraordinaire. Bon, c'est un avantage, c'est pratique aussi ce type de deck pour les plus jeunes joueurs parce que ça récompense assez C'est vite accessible. les bons choix et ça c'est Mhm. intéressant et c'est toujours c'est agréable. Et par ailleurs, j'ai eu cette discussion-là aussi avec un joueur assez expérimenté qui a gagné d'ailleurs un Madrigal Challenge il y a 15 jours à Paris et qui me disait, à qui je disais, mais en fait, on a tendance à dire que Hyper Aggro ou les agros dans l'ensemble sont des decks voilà, pour les débutants, mais c'est pas tant que ça le cas. C'est-à-dire que pour arriver assez loin dans une run avec Hyper Aggro, il faut quand même faire des choix parfois qui sont assez contre-intuitifs, assez délicats. Par contre, c'est sûr que si tu as toutes les bonnes cartes en main, ben, ton adversaire peut quasiment pas répondre. Et j'ai envie de dire que il y a plein d'autres archétypes qui font à peu près la même chose. On parle de Griver notamment, avec des Diablos qui vont dans la crique tour 2 parce qu'ils ont shift, qui sont du coup intuables par quoi que ce soit pendant 3 tours, qui font énormément de value. Enfin bon, bref. On a encore, il y a encore quand même pas mal de choses De toute façon, c'est à... les TCG, il y a toujours un archétype qui est un petit peu de loterie, qui, quand tu le sors à la perfection sur les bons tours, dans ta bonne curve, c'est imbattable. Et des fois, juste, t'as pas les cartes et tu te fais écraser, quoi. Ouais, c'est la question qui revient tout le temps, hein, savoir est-ce qu'on prend un deck pur high roll ou pas. Et oui, Et le format exactement. d'ailleurs, hein, tu sais, du Last Chance Qualifier de Disneyland début décembre, est un format qui va être extrêmement riche pour ça, puisque tu auras 5 rondes en élimination directe. Donc tu as des joueurs qui vont faire le pari de prendre un deck extrêmement high roll, j'imagine, en se disant bah 5 rondes, c'est du BO3, on peut high roll finalement 2 games sur 3 et en low roll une, c'est pas grave, et essayer de se qualifier comme ça. Ça met pas tout le monde d'accord, mais en tout cas, je trouve que là encore une fois, on a une proposition qui est intéressante, qui est différente de ce qui est fait jusqu'à présent ailleurs, enfin, qui n'a pas d'équivalent à ma connaissance, qui a le mérite de pas frustrer les gens
qui ont été quand même chercher leur qualification en finissant 16e d'un tournoi à 2000 joueurs, enfin dans les 16 premiers, ce qui est quand même une sacrée performance. Parce que là, c'est 32 joueurs qui vont sortir en élimination directe, donc c'est un mode de qualification qui est complètement différent. Donc c'est plutôt, voilà, je trouve ça plutôt bien fait. On va conclure cet épisode en revenant, en ouvrant un tout petit peu plus sur quelque chose de général sur l'Orcana. C'est que, à ma connaissance, je connais enfin, en tout cas j'en connais peu, il y a peu de gens qui jouent à l'Orcana en se désintéressant totalement du côté Disney, du lore et des dessins animés et des histoires en fait que Disney nous a proposé ces 100 dernières années. Toi, ton Disney préféré, on m'a soufflé dans l'oreille, un certain moteur de recherche, Google, m'a soufflé dans l'oreille que ton Disney préféré, c'était Aladdin. Est-ce que c'est bien ça? Ouais, c'est Aladdin, je m'y reconnais pas mal dans Aladdin. C'est un voleur, je fais de l'escalade, le parcours, c'est un prince, enfin c'est un prince, non, pas du tout, c'est un voleur, mais qui va devenir prince. Il tombe sur un génie, il a une super histoire, ce gars, je sais pas pourquoi, mais depuis que je suis petit, Aladdin, ça a toujours été un personnage qui me plaisait vachement. Et la chance à moi, il est dans l'Orcana. La malchance à moi, c'est que j'aime pas du tout les cartes où il est dessus. Ah mince! L'enchanté du premier set, non, tu l'as quand même dans ta collection, rassure-moi. Ah, je l'ai, mais je la trouve un petit peu fade. Je trouve que sur Aladdin, y a- j'aime pas beaucoup les enchantés. La seule que j'aime, c'est celle avec Iago, Ah, la nouvelle, Finder Keeper, Finders Keeper, je crois. la nouvelle du 7-5. Ouais, qui trouve garde. Et on a Iago qui s'échappe avec la lampe d'Aladin et qui Et vole oui, vers qui le. s'envole vers le monde de l'Orcana. Ouais, c'est très, elle est pleine de panache, je trouve cette carte-là. Je trouve que les enchantés du 7-5 sont incroyables. C'est mon set de loin préféré. Au niveau des enchantés. Alors justement, on va faire un petit détour quand même par le côté collection. Dans les enchantés, il y en a deux ou trois qui ont vraiment tes faveurs, des cartes que tu vas sortir, peut-être pas tous les jours, hein, mais que tu vas regarder particulièrement souvent en disant waouh, qu'est-ce qu'elle est belle. Si oui, lesquelles? Euh, alors, je dirais qu'il y en a deux. Il y en a deux que j'aime beaucoup. La première, alors en français, c'est Deuxième étoile sur la droite Ah oui, Peter Pan. de Peter Pan. Et la raison est assez simple. Autant le design, je l'aime bien, mais c'est pas mon préféré. C'est juste que Ravensburger nous l'a donné en exclu à révéler. Donc, c'est la carte que le Discord français a révélée Ah. au monde entier. Donc ça, c'était très cool. Et ensuite, je dirais le Mickey Mouse du 7-1. J'aime beaucoup aussi, avec son balai. Alors oui, lequel? Parce que t'en as deux, t'en as un vert et un violet. Celui Le du. violet. Le violet, ouais. Parce que le vert est Violet. moins. Peut-être un peu moins réussi. Ouais, le violet est complètement dans la ligne Fantasia, tout ça, quoi. Ouais, je pense que c'est mes deux cartes que j'ai sur mon meuble et que je regarde vraiment tout le temps, qui sont super jolies. Ouais, les enchantés ont ce pouvoir un petit peu magnétique. Tu les regardes. J'ai l'impression en tout cas sur certaines, on va toujours y trouver presque un peu un détail ou une façon avec un éclairage différent, les apprécier différemment, tu vois. Moi, je te parlais d'Aurore, cette 1 qui est probablement l'enchantée que je trouve la plus réussie depuis le tout début du jeu. J'ai découvert récemment que la couronne, parce que je ne l'avais pas jusqu'à présent, que la couronne, en fait, a un effet miroitant, si tu veux. La couronne d'Aurore a un petit effet miroitant. Je trouve ça. C'est un détail qui est vraiment très très chouette. Et il y a des cartes comme ça que tu peux voir, même dans l'appli finalement, et pas te rendre compte de l'effet qu'elles vont donner véritablement quand tu les as en main. Toujours cette 1, le Ouais, je qu'elles génie. beaucoup mieux en vrai. Et je pense qu'au 7-6, ce sera le cas vraiment beaucoup. Ouais, sûrement. Sûrement. On le voit d'ailleurs avec Ralph, on voit l'écart finalement, on voit que ça scintille pas mal et que par ailleurs on n'imaginait pas forcément ça en voyant la toute première carte de Basile qui avait l'air d'être plutôt assez, comment dire, assez mat finalement. En tout cas, le rendu, ça va être intéressant de voir ce que ça donne. Ouais, il me tarde de les voir. Eh ben écoute, moi aussi. On va terminer avec une question un petit peu traditionnelle parce que ce podcast a pour vocation de faire découvrir
des personnes de la communauté et permettre à chacun et chacune finalement de découvrir peut-être des gens avec lesquels ils n'auraient pas l'occasion d'aller discuter facilement. D'autant que, en l'occurrence, toi, c'est quand même difficile d'aller te chercher puisque tu es quand même très très loin géographiquement parlant. Je voulais te demander si toi, il y a quelqu'un que tu aimerais que j'interviewe pour une prochaine émission et si oui, vers qui tu voudrais que je me tourne. C'est pas un engagement de résultat que je prends avec toi, avec les gens qui nous écoutent, mais en tout cas, est-ce qu'il y a une personne vers laquelle tu aimerais que je me tourne pour faire à peu près le même genre de choses, c'est-à-dire papoter, discuter de l'Orcana, parce que c'est vraiment très très agréable. Je pense que ce serait très intéressant que tu fasses une interview avec Chicha de la Mulligan TV. Ok. Tchitchak, effectivement, Ce qu'ils font, qui est l'un des administrateurs de ce serveur, qui fait des choses énormes sur l'Orcana, qui est hyper investi, qui est super sympa. Et je trouve que ce qu'ils ont fait avec la Mulligan TV, c'est très complémentaire avec ce qu'on fait nous. Et c'est axé complètement compétitif. Et j'ai beaucoup de respect pour eux, pour ce qu'ils font. Donc je pense que ce serait super cool d'avoir un petit peu leur réflexion de compétiteurs sur le jeu. Eh ben écoute, ça fait écho à ce que m'avait demandé Eric aussi, d'aller un peu plus sur les aspects compétitifs, Eric Vexena du premier épisode. Je vais évidemment le contacter. Je crois qu'il y a Magma aussi de chez eux qui est quelqu'un d'assez Ouais. investi. Voilà, je les connais pas personnellement, mais on a pas mal d'amis communs, donc ça devrait pouvoir en tout cas se faire. Écoute, je te C'est la remercie. TSI, et c'est des gens qu'on voit beaucoup. La TSI, au début, c'était les meilleurs joueurs de notre serveur qui ont créé leur team. Et maintenant, c'est une super grosse team et ils ont fait leur Mulligan TV ensemble. Ouais, mais c'est une super initiative, hein, la Mulligan TV. Notamment là, ce qu'ils ont lancé il y a quelques jours. Alors, pour celles et ceux qui connaîtraient pas Mulligan TV, c'est un serveur Discord et on va dire un peu le centre névralgique du compétitif français, qui notamment a un ladder pour permettre aux gens de Online. jouer en remote, online. Ce qui est quand même très très agréable. Je crois aussi qu'il y a l'Orcanito, hein, qui permet de jouer sur le ladder de Mulligan. Et ils ont lancé en fait un véritable championnat avec des divisions de 1 à 4. Donc là, actuellement, ils sont en phase de collecte, c'est-à-dire chacun peut s'inscrire, se positionner, s'auto-évaluer finalement pour se mettre dans une des divisions et de façon à avoir vraiment un classement des joueurs français assez rigoureux et animés par leurs soins. Et on peut leur faire confiance parce que c'est vrai que c'est très, ils sont très très dynamiques. Écoute, je vais me tourner vers eux. En tout cas, un immense merci pour cet échange, pour le temps que tu nous as accordé. Je sais qu'en plus, tu as un tournoi qui t'attend rapidement après l'échange. Merci encore, j'espère que tu as passé un bon moment et j'espère aussi que ça va donner envie à un maximum de personnes, joueurs ou non-joueurs, joueuses ou non-joueuses, d'aller faire un tour sur le Discord. Allez-y, il y a une zone de présentation, a priori, personne ne mord, l'environnement est... Pas pour l'instant. Ouais, pas pour l'instant. L'environnement est assez safe, assez agréable. Et c'est un super fil rouge, point d'entrée. Et c'est un peu le cœur de la communauté en France. Donc allez-y et participez. N'hésitez pas. Ou allez-y même juste pour glaner de l'information, etc. Vous mettre en contact avec des gens qui participent à la communauté et qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous. C'est la fin de cet épisode, on espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris des choses, que d'un coup a apporté un éclairage un petit peu nouveau pour vous sur la communauté Lorcana France. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, sur Spotify, sur YouTube, Apple Podcast et même sur Twitter. Le compte c'est Lips Lorcana, Lore et Ipsum. Normalement pour nous trouver ça devrait fonctionner. Je vous dis à dans 15 jours ou peut-être un petit peu avant. À très vite.